Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Souillot, le secrétaire général de Fort Sourire. Bonjour. Bonjour David Jaco. Tous mes voeux. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci d'être avec nous sur Boursorama. La Cour des comptes va donc rendre son constat sur le financement des retraites le 19 février. Mission flash, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre de plus qu'on ne sait pas déjà et que nous a déjà dit à multiples reprises le COR, le Conseil d'orientation des retraites? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On ne va rien apprendre en fait. Alors pourquoi est-ce que François Bayrou demande une mission flash à la Cour des comptes? Parce que François Bayrou, sa vision des systèmes, régimes de retraite, c'est tout globaliser. Je rappelle, à une époque où il était candidat à l'élection présidentielle, lui voulait un régime unique par points et tout cela. Eh bien, il passe par la Cour des comptes alors que le Conseil d'orientation des retraites donne déjà des chiffres. Des chiffres qui sont très clairs, mais sur le régime des retraites du secteur privé. Bien sûr. Et François Bayrou souhaite qu'on y ajoute le régime des fonctionnaires, des indépendants. Et des agriculteurs, puisque... et pourquoi ça vous gêne alors? Pourquoi ça vous gêne? Parce que le régime des fonctionnaires, on le sait, il est déficitaire à hauteur de... que c'est mieux les chiffres que moi. Ah non, il n'est pas déficitaire. Enfin, il est abondé par l'État à hauteur de 40 milliards. Il est abondé par l'État, mais c'est dans le budget de l'État. C'est la retraite des fonctionnaires d'État. C'est pas un régime particulier. Et eux ont des cotisations et ils ont aussi... Des cotisations qui sont équivalentes à celles du secteur privé? Alors, ce n'est pas tout à fait pareil parce que le régime du privé, c'est retraite par répartition. Ouais. C'est-à-dire au titre de la solidarité. On cotise tous et puis on a de la retraite complémentaire. Ma crainte, c'est que le Premier ministre, comme ses prédécesseurs, lorgne tous sur les réserves que nous avons sur les retraites complémentaires, notamment de la GIRC et de l'ARCO. Il y a combien d'ailleurs? Il y a plusieurs milliards d'ailleurs. Hein. 80, je crois, qui sont placés sur le marché. Et qui sont bien placés d'ailleurs. Hein. Qui sont placés normalement sur le marché. Mais quand il y a eu Covid et arrêt total des cotisations pendant le confinement, la GIRC et l'ARCO, on n'a pas été empruntés pour pouvoir payer les retraites des 18 millions de retraités du privé. Donc, ce que vous nous dites en creux, Frédéric Souillot, c'est que vous craignez que cette mission flash de la Cour des comptes serve à faire revenir dans le débat des questions qui ne sont pas en lien avec la réforme des retraites du secteur privé. Qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites de 2023. Et pourquoi alors? Pourquoi il fait ça, François Bayrou? Peut-être pour essayer de gagner un peu de temps. Deuxièmement, je lui ai dit, quand je l'ai vu vendredi matin, on va en parler, je lui ai dit que c'était faux de dire que la moitié de la dette, ça vient de nos systèmes de retraite. C'est faux. Le Conseil d'orientation des retraites l'explique, qu'on parle de la retraite du public comme des régimes spéciaux, puisqu'il met tout dans le même patchwork. Régimes spéciaux, ils ont tous négocié pendant des années pour rentrer dans des conventions collectives, et je vais prendre le cas des industries électriques et gazières, et ils ont une clause du grand-père. Si François Bayrou avait dans l'idée de revenir sur la clause du grand-père, c'est non. La clause du grand-père, il faut rappeler, c'est... La clause du grand-père, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le régime au moment de la négociation continuent d'être dans ce régime et l'État abonde, puisqu'ils avaient un statut, c'était un contrat social qu'ils avaient passé, et quand ils partiront en retraite, c'est un régime fermé. À chaque fois qu'ils partent en retraite, il y en a un de moins dans ce régime clause du grand-père. Quand vous dites à François Bayrou que c'est faux de dire que la moitié de la dette vient des retraites, il vous répond quoi? Alors il ne répond pas. Il ne répond pas, il dit mais on envoie tous nos enfants à l'école et on va tous se faire soigner dans les hôpitaux, donc le public et le privé c'est la même chose. Et je lui ai répondu qu'à ce titre-là, en tant que citoyen, on paye des impôts. Mais c'est à l'État de faire son budget. On ne va pas aller demander aux salariés du privé. Les régimes ne sont pas miscibles les uns entre les autres. Ils sont chacun indépendants, financés de différentes manières. Et la retraite du privé, c'est un système de retraite par répartition où il y a une retraite de base payée par la sécurité sociale, plus des retraites complémentaires. Frédéric Souillot, vous avez vu également Pierre Moscovici vendredi. Oui, qui vous dit quoi? C'était le premier. Oui. Il vous dit quoi sur cette mission flash pour sortir les chiffres autour de la réforme des retraites, du financement des retraites et de l'équilibre? Alors lui dit qu'il va nous rendre un rapport exhaustif, propre et pas copiloté par Matignon. Il est saisi par le gouvernement, donc il va rendre un rapport, mais qui va s'appuyer sur le Conseil d'orientation des retraites, parce que les chiffres, on ne les invente pas.
Ils existent. Et après cela, Pierre Moscovici ne participe pas à la négociation, pas plus que le Conseil d'orientation des retraites. Il amène les chiffres sur la table et après... On ne va rien apprendre de particulier. Non. Bon. Il n'y a rien à apprendre de toute façon. Oui. Ce serait dommage. C'est comme quand l'ancien ministre de l'économie nous expliquait qu'on allait découvrir une dette supplémentaire. Ben, c'est malheureux. Comment s'est déroulée cette rencontre, première rencontre entre partenaires sociaux, syndicats, patronat, sous l'égide du Premier ministre François Bayrou? C'était à Matignon. Hein. Non, c'était au ministère de la Santé, du Travail, des Solidarités. Vous avez raison. Duquesne, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Bah, écoutez, c'est plutôt une première. Bien passé. Il a mis son sujet sur la table. Et après, et les uns et les autres, on a redit, tous, que les 64 ans, pour nous, c'était toujours non. Les organisations patronales ont dit que pour eux, il fallait conserver les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Moi, j'ai rappelé que cette réforme, elle est toujours aussi injuste, brutale et injustifiée. Ce n'est pas un problème de dépenses, elles sont connues. C'est un problème de recettes. Ouais. Comment est-ce qu'on... Le patronat ne veut pas d'augmentation des cotisations. Apparemment, mais il pourrait au moins voir la conditionnalité des aides publiques qui sont versées aux entreprises sans aucune conditionnalité. Ouais. Moi, je me dis que lors de ces discussions, et c'est bien que tout le monde puisse se parler, mais patronat et syndicats, vous avez buté sur les mêmes écueils, toujours les mêmes écueils. Vous avez demandé à revenir à 62 ans, 63 ans, le patronat va refuser, vous allez réclamer des hausses de cotisation, le patronat va refuser, et donc vous allez retomber sur les mêmes désaccords. Pardon, je ne suis pas négatif en disant ça, mais... Alors, si on prolonge le trait de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est le scénario comme le plus crédible. Et en même temps, Marie-Lise Lebranchu, votre équivalent, votre homologue à la CFDT, elle s'est dit optimiste à l'idée d'aboutir à un accord. Marie-Lise Léon. Marie-Lise Léon, pardon, vous avez raison. J'ai dit Lebranchu, n'importe quoi. N'importe quoi, Marie-Lise Léon, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que fera la CFDT, s'il y a une possibilité de trouver un accord. Moi, je ne suis pas là pour améliorer. Et je l'ai dit au Premier ministre, je ne suis pas là pour améliorer la réforme de l'année dernière. Je suis là pour qu'on revienne sur cette réforme. Et j'en ai même demandé, comme d'habitude, et c'est une priorité, l'abrogation. Quand vous dites syndicats et patronat, il y aura toujours les mêmes tensions. Ben, j'en sais rien parce que pour le coup, on ne nous a jamais mis autour de la table pour nous parler retraite. Ça n'a même pas été voté à l'Assemblée nationale. C'était concertation avec le gouvernement. En bilatéral. Oui. Et puis après cela, ben, réforme passée au 49.3. Il n'y a pas eu de discussion autour de la réforme. Elle est optimiste. Est-ce que vous êtes aussi optimiste dans l'idée d'obtenir un accord? Je suis optimiste de nature, mais s'il n'y a pas le retrait des 64 ans, ben, ce sera sans moi. Sans mon organisation syndicale. Mais il a dit que ce n'était pas un totem, François Bayrou, mais il veut aussi en même temps un équilibre. Il veut pas... Ah ben ça tombe bien parce que c'est déjà déséquilibré. Elisabeth Borne nous avait promis qu'il y aurait 12 milliards dans les caisses avec sa réforme des retraites au 31 décembre 2023. Et alors? Il y avait moins 579 millions d'euros. Donc ce n'est pas équilibré. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, la norme OCDE. Bien sûr, mais on ne claque pas des doigts pour obtenir une hausse de 10 points. Regardez, on le souhaite évidemment. Regardez le gouvernement précédent. Alors oui, je dis bien précédent parce qu'on en a eu 4 en un an quand même. Donc, le gouvernement précédent nous avait mis autour de la table pour discuter emploi des seniors, assurance chômage, et on a trouvé un troisième accord sur le dialogue social. La première priorité, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre vendredi, c'est de transposer les accords nationaux interprofessionnels dans la loi. Sur l'emploi des seniors, on a remis et signé, y compris par les employeurs, la retraite progressive dès 60 ans. Dès 60 ans. On ne parle plus de 62 à 64. On dit retraite progressive dès 60 ans. Et en plus de ça, on a créé, et on verra bien ce qu'il donne, un contrat de valorisation de l'expérience. 50% de ceux qui liquident leur retraite chaque année ne sont plus en emploi. Entre 110 000 et 130 000 tous les ans sont à l'assurance chômage. Eh bien, il faut bien essayer de trouver une solution. Pour le mettre dans l'emploi. Vous terminez votre carrière à l'assurance chômage et pour certains d'entre eux qui ont perdu leur emploi à 55 ans,
ils sont entre 22 et 23 000, ils terminent au moment de liquider leur retraite au RSA. Au RSA. Ils le cachent même à leurs enfants. Tout ça pour conserver un numéro de sécurité sociale pour pouvoir aller se faire soigner s'ils sont malades. Si on veut parler de cohésion sociale de la République, il faut parler de l'emploi tout au long de la vie. Et notamment de l'emploi des seniors. C'est un problème de recettes, pas de dépenses. Les dépenses, on les connaît. Elles sont comme cela. Et notre plus gros problème, il sera en 2040. Donc à aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de déficit. Aujourd'hui, il y a un déficit aujourd'hui de l'assurance vieillesse. Il y a un déficit de l'assurance vieillesse. Pas sous les yeux, mais qui est de plusieurs milliards. Hein. Alors, j'ai même le chiffre. Le Conseil d'orientation des retraites a dit 6,7 milliards là. Voilà. Ouais. Enfin, 73 milliards d'allègement total de cotisations aux entreprises sans aucune conditionnalité. Et vous qui n'aimez pas mélanger les sujets entre les retraites du public et du privé, là vous mélangez les sujets qui n'ont rien à voir. Ah ben si. Là on parle de déficit des retraites du privé. Ouais. Et moi je vous parle d'aide, allègement total de cotisations aux entreprises du privé. Qui permet de soutenir aussi les embauches parce que ça permet d'avoir un coût du travail qui est plus... Un coût du travail Ouais, je sais pas. Pour les entreprises, le coût du travail, non, enfin, vous avez compris. Peut-être le mot n'est pas le bon, mais pour qu'un employeur puisse embaucher plus facilement, c'est ça l'idée qui est derrière. Eh bien, l'idée d'embaucher plus facilement, du coup, on paupérise parce que jusqu'à 1,6 SMIC, allègement total de cotisation employeur. Pour les salariés, on continue de les verser. Eh bien, si vous revenez à 1,4 SMIC, eh bien, ça fait 10 milliards dans les caisses dès le lendemain matin. Certains disent que ça fait aussi des destructions d'emplois au passage et qu'on est assez bien documenté là-dessus. Eh bien, de manière apolitique, c'est qu'à chaque fois qu'on moi je fais du syndicalisme, je ne fais pas de politique, mais dire que finalement, moi je suis d'accord pour qu'on ait le travail peu qualifié. Dès qu'on augmente le coût du travail, ça détruit les emplois et indirectement aussi… Oui, parce que le travail peu qualifié, service et tout cela, ce n'est pas délocalisable. Donc, je ne vois pas comment ça viendrait coûter de l'emploi. Ménage, accueil et tout cela, ce n'est pas délocalisable. Donc, c'est ces métiers. Et là, il faut qu'on reparle de l'attractivité de ces métiers. Et on peut parler aussi de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Oui, on va en parler de ça aussi. Mais juste sur l'accord, le Premier ministre François Bayrou souhaite un accord, espère un accord entre partenaires sociaux d'ici fin mai. Il a dit, bon, quelques jours de plus s'il y a besoin. C'est jouable, ce calendrier. Un, sur le calendrier, et deux, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut aboutir à un accord ou est-ce qu'un échec des discussions est possible? Oui, c'est toujours possible, un échec des discussions. En même temps… Sur quoi, on dit autrement, sur quoi vous seriez prêt à lâcher? Qu'est-ce que vous souhaitez? On a compris que vous souhaitez terminer les 64 ans, mais en contrepartie, vous lâchez sur quoi? C'est ça une négociation, c'est lâcher aussi des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je lâche? Je ne sais pas. Mais je n'ai rien à lâcher. Cette réforme, elle est toujours aussi injuste, brutale et injustifiée. Ce que je dis, remettons des cotisations. Notre système de protection sociale collective, c'est un choix de société. Il a 80 ans au mois d'octobre cette année. Et on avait expliqué que cotisations d'employeurs et cotisations de salariés, aujourd'hui, on allège totalement les cotisations d'employeurs. Et du coup, l'État compense et ils viennent nous parler de la dette après. Donc, créons de l'emploi tout au long de la vie, de la formation professionnelle, de la reconversion. Et les durées de cotisation, s'il fallait baisser l'âge de retraite, mais augmenter la durée de cotisation, ce que certains prônent, c'est niette ou on discute? Mais il n'y a pas d'augmentation de la durée de cotisation. Quand on nous compare avec nos voisins européens en disant eux, ils ont un âge légal de départ plus tard. Ce qui est vrai, facialement c'est vrai quand on voit. Facialement, oui. Si on prend l'âge de départ effectif. Ouais. Ah. On est à 63 ans et demi dans le privé. Oui. Dernier chiffre de la… L'âge de départ effectif. Et la durée de cotisation, c'est nous qui cotisons le plus. On est aujourd'hui à 42 ans. Et si on continue de laisser filer, ce sera 43 ou 44 ans. On ne peut pas présenter toujours la facture aux plus nombreux en leur disant bon, ben, c'est à vous de vous y mettre. C'est pas possible. Comment vous comprenez François Bayrou quand il dit il prône une négociation, il a dit sans totem ni tabou, à la seule condition de préserver l'équilibre financier de la réforme Borne, équilibre financier dont vous paraissez douter. Mais vous comprenez l'engagement de dire que si on prend des mesures qui dégradent le système, il faut en contrepartie en trouver d'autres qui l'équilibrent. Et je comprends que vous voulez des hausses de cotisation, que le patronat refusera. Donc retour à la case départ, il ne se passe rien. Non mais, moi ce que je souhaite, c'est qu'on crée plus d'emplois
et y compris d'emploi de seniors, parce que là, ça nous fera des cotisations qui rentrent, ce n'est pas des hausses de cotisations. Comment on fait concrètement pour augmenter le taux d'emploi des seniors? Eh bien déjà, on remet les critères qui étaient jusqu'en 2017. Quand il y a un plan de licenciement, les critères de protection, c'est l'âge, l'ancienneté, la charge de famille. Parce qu'on sait que pour les plus anciens, c'est plus difficile à retrouver un emploi. Maintenant, on enlève aussi du Code du travail senior à 45 ans. Parce que mentalement, psychologiquement, on vous dit senior, on vous fait l'entretien de fin de carrière. Alors, vous commencez votre carrière à 30 et à 45, on vous dit, on vous fait l'entretien, mais il va falloir cotiser 42 ans. Il y a un petit peu de psychologie et de reformatage à faire. Moi, ce que je dis pas augmenter les cotisations. Alors, je crois qu'il y a une étude qui dit que si on augmentait de 0,15% le taux de cotisation employeur et salarié, c'est équilibré. Ça passe crème. 0,15. À la fois ce côté salarié et côté employeur. Ben oui. Mais c'est ça le... On a compris que vous voulez un bouger absolument sur l'âge légal. Est-ce qu'un retour à 63 ans, ça pourrait vous satisfaire? Non. 60. Mais non. À 62 ans, aujourd'hui, 62 ans et 6 mois, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Vous pouvez le mettre à 70 ans demain matin. En même temps, vous avez raison, en même temps, on parle de l'âge légal, mais l'âge moyen de départ effectif, c'est 63 ans et demi. Donc est-ce qu'on ne parle pas pour rien? Est-ce que tout ça, ça sert à quelque chose au final? Vous savez pourquoi c'est 63 ans et demi? Parce que les carrières hachées et tout cela, pour arriver à avoir votre durée de cotisation. Complète. Maintenant, si on décale, 21 700 salariés sont licenciés chaque année pour inaptitude. Vous êtes usé au travail, vous êtes inapte. Ils ont, ces 21 700 salariés, ils ont leur année de cotisation, mais ils ne peuvent pas liquider leur retraite parce qu'ils n'ont pas l'âge. Et ça coûte 408 millions d'euros à l'assurance chômage. Eh bien, si demain, on pouvait leur permettre de pouvoir liquider leur retraite, ben, ils la liquideraient, ils préféreraient terminer en retraite leur carrière plutôt que d'être à l'assurance chômage. Il faut terminer sa carrière à l'assurance chômage ou en maladie professionnelle ou en invalidité ou au RSA, ça ne contribue pas à la cohésion sociale de la République. Bon, optimiste ou pas alors sur le fait de pouvoir... Moi, je suis toujours optimiste de nature, mais dans le même temps, nous n'irons ni sur le régime unique, ni sur la retraite par points, ni sur je ne sais quoi d'autre. On a un régime par répartition. J'ai compris ce que vous vouliez. Les employeurs... Vous vouliez abroger 64 ans, mais je n'ai pas compris ce sur quoi vous étiez prêt à lâcher. Parce qu'une discussion, une négociation entre pures personnes, c'est chacun faire un bouger vers l'autre. D'accord. Eh bien, le bouger pour les organisations syndicales, c'est plus d'emplois tout au long de la vie. Parlons formation professionnelle, parlons tout ça. Moi, je n'ai pas à bouger sur une réforme que je ne voulais pas, qu'encore aujourd'hui, une très très grosse majorité de salariés et d'actifs ne veulent toujours pas, et qui n'a jamais été votée. Enfin, qui est passé par 49.3. Oui, mais le Parlement n'a jamais voté. Mais si Elisabeth Borne avait eu une majorité, vous croyez qu'elle aurait fait le 49.3? La réponse est non, évidemment. Bon. Que les partenaires sociaux, on finit là-dessus, Frédéric Souillot, soient consultés sur la réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour le président Macron, qui avait théorisé en son temps l'effacement des syndicats? Je crois que c'est un désaveu pour tous ceux qui ont pondu cette réforme. Je l'ai rappelé au Premier ministre, même si je ne fais pas de politique. J'écoute. Le marqueur du résultat des élections législatives de l'année dernière, c'était aussi cette réforme des retraites. Les partis qui ont amené l'abrogation de la réforme des retraites sont sortis majoritairement des urnes. Allez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Frédéric Souillot, donc le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.